Bonjour, je suis Marie Brujon-Gobiques, présidente du réseau des femmes entrepreneurs Nord-Sud Rifens. Je suis ravie de partager avec vous aujourd'hui un récapitulatif de la 10e édition de EWIB, Entre Women in Business, que le réseau des femmes entrepreneurs Nord-Sud a organisé en ligne du 5 au 7 novembre 2020, dont le thème était Femmes travaillant efficacement pendant la pandémie de Covid-19. La marraine de l'édition était Son Excellence Madame le ministre de l'économie forestière du Congo. Et le pays à l'honneur, c'était le Congo. Je dis merci à toutes les femmes entrepreneurs qui ont participé à cette édition, qui est issue des 9 pays. Je dis merci aux experts qui ont animé les sessions. Et je dis grandement merci à Son Excellence Madame le ministre de l'économie forestière du Congo. Donc, 3 sessions ont été animées. La première, animée par moi-même sur les techniques de négociation. La deuxième, c'est animée par Dr Dicitrouda sur le suivi de vente et la facturation. Et la troisième, par Dr Nour Bocline sur comment vendre efficacement sur les réseaux sociaux, le storytelling. Donc, sans plus tarder, allons-y. Voilà, dans la première session que j'ai animée ce soir sur les techniques de négociation, nous avons vu 5 points. 5 points clés pour réussir sa négociation. Le premier point que nous avons vu ce soir, c'était d'oser commencer une négociation par une exigence élevée. Et ceci aussi, nous avons parlé du point de rupture. Et entre le point de rupture et l'exigence élevée, nous avions défini une zone que nous avons appelée la zone ou la marche, la zone de négociation, qui nous permet de ne pas aller en deçà du point de rupture, ni au-delà de l'exigence élevée. Mais ceci nécessite la connaissance de son coût de production, de son coût de revient et de son prix de vente. Voilà. Donc, tout cela, c'est des notions que nous avons eu à voir ce jour-là, où nous avons dit le coût de production, déjà le coût d'achat, c'est le prix d'achat, plus tous les frais irrelatifs pour pouvoir acheter, ramener, voilà. Et le coût de production, nous avons vu ce jour, c'était le coût d'achat, plus la main-d'œuvre directe et indirecte, plus les frais accessoires. Le coût de revient, c'était le coût de production, plus le coût hors production. Et le coût de vente, c'est le coût de revient, plus le gain souhaité. Donc, la marge que vous voulez faire sur votre produit, mais tout en restant quand même sur la réalité du terrain. Voilà. Et le coût hors production ici, on a vu, il y a les déplacements, il y a un peu de tout. Voilà ce qu'on avait vu ce soir-là sur le premier point. Le deuxième point, nous avons vu qu'il fallait répondre par un argument si l'on nous demande de faire une concession. Déjà, pour les concessions, il faut les connaître et les préparer à l'avance. On n'improvise pas une concession en fait, parce que il faut savoir quel type de concession il faut faire et quel genre de concession il faut faire et quel est l'impact de la concession qu'on va faire sur son chiffre d'affaires. Si on ne le prépare pas d'avance, on risque de faire une mauvaise négociation. Et généralement, les arguments qu'on va donner pour pouvoir faire une concession, ils ne doivent pas toujours être sur le prix. Vous pouvez regarder, c'est un exemple, si c'est un produit sur le bien-être, donc amener la personne à comprendre que ce produit est intéressant pour lui parce que ça va agir efficacement certainement sur la santé, sur la peau, sur si la personne veut perdre du poids. C'est de ce genre d'arguments qu'il faut prévaloir. Et après, nous avons vu également comme la notion de BATNA. Parce que nous avons vu ce soir-là que ça peut arriver qu'une négociation échoue ou une négociation demeure difficile
Et voilà, on ne va pas arrêter tout. Il faut toujours ressortir dans cet autre outil que nous avons appelé la BATNA, donc Best Alternative to Negotiate Agreement, ou alors MISOR, donc meilleure solution de repli ou de rechange. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on négocie, on a bien le prix, l'exigence élevée, on a la zone de rupture, on négocie, on donne des arguments. Jusque-là, ça passe pas. On sort dans la BATNA. Et même la BATNA, on la prépare à l'avance. Donc, quelles sont les solutions de repli? Peut-être dans la discussion, j'ai compris que mon prospect a un problème de budget, mais il est intéressé par le produit. Je vais donc regarder si je peux lui faire un échéancier. Et ça se prépare à l'avance. Peut-être qu'il veut des garanties. Je dois donc être capable de sortir, de lui parler de ces garanties de façon aisée. Donc voilà un peu, je vais m'arrêter là pour la BATNA, les solutions de repli que nous pouvons avoir quand la négociation s'avère difficile. Et nous avons vu aussi dans la ZOPA, comme je disais tout à l'heure, dans la zone possible et tout. Et nous avons vu aussi 7 types de pouvoir de négociation. On avait vu le pouvoir du poids, on a vu le pouvoir du choix, le pouvoir de l'information, le pouvoir de l'influence, le pouvoir du temps, le pouvoir de sanction, le pouvoir de la légitimité. Donc, on a parlé de tout cela. Et le troisième point, c'était pour chaque concession, négocier toujours une contrepartie. Parce que nous sommes dans le win-win. Il ne faut pas faire une concession et perdre. Non, je fais une concession, mais derrière ma concession, il faut bien que je gagne. Donc, par exemple, quand pour ceux qui ont l'habitude d'acheter soins en ligne, on va vous proposer, oui, vous pouvez payer en 4 fois, mais par contre, il y a une petite assurance, si vous le prenez ou vous la prenez en 12 ans, votre produit est garanti. Oh, vous ne perdez pas en fait. La personne va prendre 2 ans d'assurance, mais peut-être le produit pendant 2 ans ne sera jamais abîmé. Donc, vous gagnez en fait. Donc, voilà un peu ce qu'on a vu sur le troisième point. Et le quatrième point, nous avons vu qu'il ne fallait pas, lorsqu'on négocie, il faut reculer petit à petit, le faire petit à petit. Il ne faut pas donner l'impression que vous n'êtes pas sûr de vous en fait. Vous ne pouvez pas passer d'1 million à 500 000 en une seconde. Non. Il faut montrer toujours que non, vraiment le produit est très important. C'est plutôt au prospect de s'en approprier et que vous êtes venu plutôt lui apporter une solution. Mais comme vous êtes humain, vous faites un effort. Donc vous allez petit à petit dans la négociation. Et le cinquième point que nous avons vu ce soir-là, c'était quand on négocie. Ne laissez jamais le prospect avoir la dernière parole. Non, c'est à vous que revient la conclusion. Donc voilà ce qu'on a vu ce soir-là sur la première session, les techniques de négociation. Nous allons maintenant faire une petite synthèse également sur la deuxième session qui portait sur le suivi des ventes et la facturation. Des notions ont été vues en première partie par Dr. J.C. Troudard. Dr. J.C. Troudard nous a parlé de la gestion quotidienne des ventes. Elle nous a parlé de la gestion prévisionnelle des ventes. Elle nous a parlé du macro-environnement. Elle nous a parlé de l'environnement immédiat. C'est des notions qu'il faut connaître. Elle nous a parlé de la rentabilité. C'est des notions qu'il faut connaître. Elle nous a parlé du coefficient saisonnier, c'est des notions qu'il faut connaître. Je ne vais pas revenir sur ces notions, mais nous avons vu qu'elle nous a parlé aussi, pour pouvoir faire de la gestion prévisionnelle, des différentes méthodes qu'on pouvait avoir. Elle a insisté sur la méthode de prix du marché. Que dit le marché? Quand je fais mon étude de marché, que dit le marché? Elle nous a parlé également de la méthode des intentions d'achat, dont des questionnaires que nous faisons souvent, nous proposons nos produits et puis on met des questionnaires et on essaie de voir quels sont les produits que les clients aiment et puis on va comptabiliser. Si on se dit on le fait pendant 6 mois, on va comptabiliser et puis ça nous fait notre nombre de prospects et ça nous permet de faire de la prévision, de la gestion prévisionnelle des ventes. Elle nous a parlé aussi de la méthode des objectifs et part du marché. Donc voilà les 3 méthodes
que nous avons vu ce soir pour faire de la gestion prévisionnelle. Et nous avons fait un exemple. L'exemple, c'était sur... c'était un cas pratique hein, que nous avons eu à voir, où on s'est dit, si je ne prends que la méthode de prix de marché, je saurais que, imaginons que si je vends... c'est juste un exemple que je donne comme ça. Hein. Je vends les oranges, je vends les safous, je vends les mandarines. Je sais que les mandarines sur le marché, par exemple, d'après le prix de marché, d'après celles qui le font déjà, je vais auprès de ceux-là et je les écoute. Ils peuvent me dire, voilà, nous, généralement, le mois de janvier, nous vendons telle quantité. Le mois de février, nous vendons telle autre quantité. Et puis, c'est comme ça que je vais aussi remplir mon tableau qui va de janvier en décembre. Et ça va me faire mon prévisionnel. Et on a vu aussi la méthode des intentions. Je fais des formulaires où je dispatche. Je vais aller là où il y a ma cible. Hein. Je ne vais pas dispatcher partout. Donc, il faut que je connaisse ma cible que je vise. Et je dispatche. Et quand je reprends donc ça s'appelle le recueil d'informations, je vais regarder le nombre de personnes que je peux avoir par produit, par exemple. Et puis, je vais le multiplier. Si j'ai fait ce travail en 6 mois, je vais multiplier par 2 pour avoir un an. Si je l'ai fait en 1 mois, je vais multiplier par 12 pour avoir une valeur. Et puis, ça va faire en sorte que j'ai ma gestion prévisionnelle. Et il y a aussi la méthode des objectifs. La méthode des objectifs, c'est que moi, je me dis, OK, si en faisant mon étude de marché, par exemple, mes concurrents, ils ont l'habitude de faire un chiffre d'affaires sur les oranges de 500 000, par exemple, le mois. Moi, je ferai 700 000. Ça, c'est un objectif que je me fixe, mais partant du marché. Et ceci va me permettre de remplir le mois de janvier, le mois de février, ainsi de suite jusqu'en décembre. Mais maintenant, il y a aussi la notion de coefficient saisonnier en fonction de l'activité qu'on a. Je vais juste prendre les jouets. Tout le monde sait que les jouets se vendent en décembre. Ça veut dire qu'au janvier, je vais peut-être faire 30% de mon chiffre d'affaires ou 10%. Février, janvier, mars, ainsi de suite. Mais peut-être qu'à partir du mois d'octobre, mon chiffre commence à monter. Peut-être en octobre, je vais faire 40% du chiffre que je me suis fixé. Je vais faire 50% du chiffre que je me suis fixé. Je vais faire 100% du chiffre que je me suis fixé. Voilà vraiment, donc il faut connaître le coefficient saisonnier et le multiplier par le chiffre d'affaires moyen qu'on s'est fixé par mois, par exemple. Voilà. Et puis, je vous avais donné aussi une méthode, par exemple, sur les clients. Comment fixer son chiffre d'affaires, comment fixer son objectif, où je vous avais dit qu'on peut aussi, par exemple, partant de l'année d'avant, surtout sur le suivi client, c'est là où c'est intéressant, parce que cette méthode ne marche que si je connais mes clients. Je sais que j'ai eu 100 millions, mais pour les avoir, il m'a fallu, par exemple, 100 clients. Voilà. Et cette année, on se fixe un objectif, la méthode par objectif, c'est d'avoir 150 millions. Qu'est-ce que je dois faire? Si 100 millions me donnent 100 clients, 150 millions doivent me donner 150 clients. Mais j'ai déjà mes 100 clients, qu'est-ce que j'ai à faire? Je dois les fidéliser. Et les 50 clients que je dois ajouter, je dois aller à la conquête des parts de marché. Ça, c'est des notions que nous avions vues ce jour-là. Je pense que c'était en gros. Et puis, nous avons vu aussi la notion de facturation. La notion de facturation, nous avons vu que la facture est très importante. Non seulement c'est une pièce comptable, mais vous-même en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, ça vous permet d'avoir la maîtrise de vos ventes. Ça vous permet d'avoir la maîtrise de vos ventes. Mais la facture doit être conforme. Donc, une facture, on a vu ce jour qu'elle doit avoir une date, qu'elle doit avoir l'objet, on doit savoir à qui ça s'adresse, elle doit avoir une référence qui n'est pas au hasard, la référence doit être parlante.
Quand je regarde une activité, peut-être vous en avez plusieurs ou plusieurs sociétés, par la référence, je dois savoir qu'il s'agit de telle activité ou de telle entreprise, et puis telle date, telle année, tel mois. Donc, voilà vraiment ce qu'on a vu ce jour-là, et la facture doit être signée, tout comme la négociation commerciale doit être à la fin d'une négociation commerciale, on doit établir un papier entre les deux parties. Sinon, c'est une négociation qui va rester verbale. Et puis, la troisième session qui a été animée par le docteur Nour. Docteur Nour a parlé déjà de l'environnement des réseaux sociaux, parce qu'il fallait, et puis de l'impact que les réseaux sociaux peuvent avoir sur notre activité entrepreneuriale. Nous avons beaucoup plus parlé ce soir de Facebook et puis d'Instagram. Sur Facebook, Dr Nour nous a parlé de la notion de notoriété et de réputation. On peut avoir de la notoriété, mais tant qu'on a une mauvaise réputation, c'est difficile de convaincre. Très, très difficile. Donc ça, faire attention. Et nous avons aussi vu ce jour qu'au niveau de la communication, de la forme et du fond, la forme et du fond, travailler la forme. Est-ce que je vais communiquer à mes fans, ou pas à mes fans, mais à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, en les tutoyant au présent, ou quel est le conditionnel, quel est le temps que je vais adopter, quel est le style que je vais adopter, et qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais leur parler de quoi? Ça, le docteur Nour a beaucoup insisté là-dessus. Et puis, comment je les considère, ceux qui me suivent? Je les considère comme une famille, ou alors ça reste vraiment relation client-entreprise. Donc tout ça, on doit y penser sur notre ligne éditoriale. Et nous avons vu également ce soir avec le docteur Nour comment paramétrer sa page Facebook, et puis comment éviter aussi de montrer que nous sommes sur Facebook uniquement pour vendre. De temps en temps, partager son expertise, donner des trucs et astuces pour permettre à ceux qui vous suivent aussi voilà, de pouvoir s'en sortir ou de profiter un peu de votre expertise. Voilà ce que nous avons vu ce jour-là. Et puis, ça, on ne l'a pas vu, mais je me suis rappelé après qu'il y a des étapes pour une bonne facturation. Pour conclure, déjà mettre en place une organisation efficace. Deuxième, bien communiquer les conditions de paiement de l'entreprise. Et puis, déterminer les limites de la gratuité. Après, contrôler la solvabilité des clients et demander un acompte. Réclamer le paiement sans tarder. Et la relance client, trouver le bon rythme. Voilà à peu près ce jour-là, pendant les 3 jours de la 10e édition de EWIP, ce dont nous avons parlé. Je dis encore merci. Merci à vous et je pense que je souhaite au nom du réseau et à mon nom que ce récapitulatif vous permette de mettre en pratique tout ce que vous avez appris ou tout ce que nous avons appris, et que si jamais il y a encore des zones d'ombre, n'hésitez pas de revenir vers nous pour que nous puissions échanger. Merci et au revoir.